Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre Good Morning Market. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Antoine reviendra dès le début de semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur les marchés? Bien, le CAC 40 est resté stable hier. Alors que le DAX, lui, a augmenté de 0,92%, notamment grâce à une hausse de près de 5% pour Rheinmetall, la valeur de la défense européenne. Aujourd'hui, on devrait avoir une légère baisse à l'ouverture en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, le S&P 500 a perdu 0,34%, il devrait perdre encore à peu près 0,30% à l'ouverture aujourd'hui. Et le Nasdaq lui a gagné 0,06% hier, alors qu'il devrait baisser de 0,5% aujourd'hui. En Asie ce matin, le Nikkei a perdu 1,59%, notamment avec une baisse de SoftBank, qui est la banque des valeurs technologiques, donc japonaise et donc américaine aussi, avec une baisse donc de 7,59% pour SoftBank. Et le Hang Seng, donc l'indice de Hong Kong, a perdu 1,57%, notamment avec de grosses baisses chez Lenovo, Baidu ou Alibaba. Au niveau des obligations et trésors américains, elle recule à 4,138% pour le 10 ans. Le Bund allemand est à 2,812%. Et les obligations à 10 ans françaises, les bons du trésor français, sont à 3,525%. Je rappelle qu'il ne faut pas dépasser les 3,6%, sinon les obligations françaises pourraient être attaquées par les marchés financiers. On est allé chercher plusieurs fois ces 3,6%, mais on ne les a pas encore dépassés de manière durable. Au niveau de l'indice du dollar, le DXY, il est stable à 98,7. L'or recule de 0,4% sous ses plus hauts à 4438 dollars l'once. On en reparlera dans les vidéos matières premières. L'argent a perdu 2,10% à 76,5 dollars. Le nat gas avance à 3,869 dollars. Et le Brent est en hausse à 0,5% à 60,26 dollars. On en reparlera plus tard. Le Bitcoin perd 1,48%, un peu sous les 90 000, et l'Ethereum perd 2% à 3100 dollars. Au niveau géopolitique, Donald Trump a interdit les grands investisseurs institutionnels d'acheter plus de maisons individuelles familiales, ce qui représente environ 2 à 3% des transactions sur le marché, donc c'est très faible, mais ça a quand même fait baisser temporairement la capitalisation de Blackstone de 17 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 6%, avant que Blackstone ne reprenne quasiment tout instantanément. Au niveau de la défense, Donald Trump a aussi annoncé qu'il ne laisserait pas les entreprises de défense américaines payer des dividendes ou des rachats d'actions jusqu'à ce qu'ils accélèrent la production d'équipements. Donald Trump a aussi déclaré qu'il allait demander au Congrès une augmentation du budget de la défense qui pourrait atteindre donc jusqu'à 1500 milliards en 2027. Pour rappel, il en est déjà sur un record historique de 1000 milliards au niveau du budget de la défense en ce moment, et donc il voudrait encore l'augmenter de 50%. Au Venezuela, Trump a annoncé qu'il dirigerait le pays jusqu'à ce qu'une transition soit faite, et il a aussi annoncé que le Venezuela allait remettre 30 à 50 millions de barils aux États-Unis qui seraient vendus au prix du marché. Ça représente environ 10 à 15% de la production annuelle du Venezuela, donc c'est assez important, mais si on remet ça par rapport à la consommation américaine, en fait ça représente un peu moins d'une semaine, en fait entre 3 et 5 jours de consommation américaine, donc c'est assez faible, mais c'est surtout par rapport à la production du Venezuela que c'est important, en sachant que la production de pétrole a beaucoup diminué sous Maduro. Au niveau du calendrier économique, je vous le mets là, il devrait être relativement vide aujourd'hui. On a juste une donnée économique qui est importante, c'est les demandes hebdomadaires au chômage. C'est une donnée qui est extrêmement suivie par les investisseurs parce qu'elle peut changer ce que va faire la Fed. Si le chômage est trop élevé, s'il y a trop de demandes au chômage, ça pourrait accélérer les baisses des taux, en sachant que pour l'instant on est sur une Fed qui est quand même encore assez au quiche, qui n'a pas vraiment envie de trop baisser les taux. Notamment parce que hier on a eu des données qui étaient plutôt bonnes. Alors au niveau des ouvertures d'emploi, elles étaient légèrement moins bonnes que prévu, mais on a eu un rapport national d'ADP sur l'emploi qui était proche des prévisions et bien meilleur que les valeurs précédentes. On a eu des indices ISM qui étaient assez bons, et donc on a eu globalement des données qui étaient plutôt bonnes, des données économiques plutôt bonnes donc.
à voir, mais on pourra avoir une Fed qui reste au quiche sur ce sujet. Alors maintenant on va regarder un petit peu analyse technique. J'ai un graphique qui vous est proposé ici par Antoine, qui vous dit bonjour évidemment, qui revient dès la semaine prochaine, et qui parle du Brent, donc de l'oil, sur le très long terme, en monthly, et qui nous dit que on aurait un double top ici sur un support de Fibonacci confluent à un support géométrique, donc à 61,8%, et que si on passait sous le retracement à 61,8, voire sous le retracement à 65 ici, on pourrait avoir un Brent qui s'effondre, parce qu'il n'y a quasiment plus rien après pour rattraper au niveau du support, donc au niveau du Brent. Donc là c'est si tout va bien, qu'il y a la paix dans le monde, que le conflit israélo-palestinien s'arrête, etc., etc. Mais ça pourrait arriver. Et par contre, si on venait à repasser au-dessus de la résistance du retracement à 50% ici, donc à 75 $ sur le Brent, on pourrait avoir un pétrole qui explose avec une cible à 160 $ sur le pétrole. Donc là, ce serait plutôt si on a beaucoup plus de tensions géopolitiques, notamment une tentative d'annexion du Groenland par les États-Unis, ce genre de choses qui pourrait faire exploser le prix du pétrole. Pour l'instant, le pétrole est globalement plutôt sous pression, notamment avec potentiellement l'augmentation de l'offre du Venezuela. Mais même si le Venezuela devait augmenter son offre, on rappelle que augmenter les forages, ça prend du temps, environ 2 à 4 ans, et même s'il y a l'aide des États-Unis, ça peut prendre du temps. Cela dit, les indices, eux, sont ravis de toutes ces annonces de Donald Trump. On voit que là, sur le S&P 500, on a un grand support à long terme. Donc là, ici, on est en H4, qui n'est à peine touché, qui a été touché la dernière fois le 17 décembre, et avant ça, c'était le 20 novembre, et on est constamment au-dessus. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, et la moyenne mobile à 10 périodes est repassée au-dessus, donc la moyenne long terme, avec une tentative ici. Donc on a eu un nouveau plus haut sur le S&P 500, le dernier daté du 26 décembre, et on a eu une tentative de revenir, et on n'a finalement pas réussi. Cela dit, on est toujours pour l'instant au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, même si on peut tenter de repasser en dessous, et au pire on aurait un support ici autour de 6900 points. Au niveau du Nasdaq, on a à peu près la même configuration avec ce long support oblique, cette ligne oblique, ce support oblique qui tient le coup sans aucun problème. Et ici on a donc le support à 50 périodes qui a été refranchi par la moyenne mobile à court terme, donc ce qui pourrait être plutôt haussier. On pourrait aller chercher ici le plus haut à 26 000, et chez le S&P 500 ce serait aller chercher la résistance à 7 000. Alors ici on a quand même deux résistances psychologiques qui sont assez fortes. On a 7 000 sur le S&P 500 et 26 000, donc c'est vraiment des arrondis de 1000. 7 000, 26 000, c'est des résistances psychologiques qui sont assez fortes, mais si on venait à les casser, on pourrait monter après beaucoup plus haut. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Et vous retrouverez Antoine dès mardi. C'était Matthijs Mouflé pour XTB.